Eh bien, bonsoir tout le monde et bravo d'être resté jusque-là. Je suis la dernière intervenante. Après, il y a une table ronde. Allez, on y va. Un petit peu de courage. Moi aussi, je me donne du courage. Alors, je vais vous parler. Je vais voir déjà si ça marche. Ça va me rassurer. Ça marche. Alors, c'est un peu petit, mais je vais tout vous raconter. Moi, ce que j'ai envie de faire là avec vous, c'est de vous partager des inquiétudes que j'ai et puis des solutions que j'ai pas vraiment, mais que j'essaye de bricoler. Mes inquiétudes sont liées, on en a parlé un petit peu juste avant, au phénomène de marchandisation, et en particulier au phénomène de marchandisation, y compris des émotions, du cœur, de l'entraide, et également avec les phénomènes d'amplification des réseaux sociaux, de polarisation émotionnelle. Et ces deux phénomènes-là, de marchandisation et de polarisation émotionnelle, nous rendent extrêmement vulnérables, manipulables par des oligarques de la tech, par des gouvernements autoritaires, et on pourrait être enclin à être un peu plus réactif sur des conflits sociaux. Et il se trouve qu'une de mes casquettes, c'est d'être chercheur en sociologie et anthropologie. Et ce sont des disciplines qu'on ne convoque pas beaucoup sur ces questions d'empathie, de solidarité, surtout sur les questions d'empathie. Et j'avais envie de vous partager un petit peu ce qu'on fait dans nos domaines, parce que j'ai aussi marre de ne pas être lue avec mes papiers. Donc je vais vous raconter ça. Et pour commencer, redonner quelques points sur de vocabulaire, de quoi je veux parler exactement. Alors ça ne marche pas là, il faut que je fasse comme ça. Yes. On l'a vu au cours de la journée, déjà redire que l'être humain n'est vulnérable. Cette vulnérabilité fait que de manière universelle, eh bien, les affects et l'empathie vont favoriser des entraides qui sont absolument nécessaires à la survie de l'espèce. L'entraide, l'autre loi de la jungle, de Pablo, qui a repris les travaux de Kropotkin et d'autres. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé là-dessus. Donc de rappeler qu'en fait la disposition d'écoute liée à de l'affect, eh bien, elle est universelle. Mais moi, je vais distinguer pour le reste de mon propos l'antipathie, où quand quelqu'un me dit quelque chose, j'ai ce petit mouvement de recul. Vous voyez l'affaire, j'ai pas les mêmes émotions que l'autre. Et ce mouvement de recul, il va servir socialement à me protéger, à protéger mon groupe. La sympathie, quand quelqu'un me raconte quelque chose, j'ai plutôt un mouvement d'attrait, d'accord ? Et il se trouve que si la personne a peur, comme mon petit bonhomme là, eh bien je vais peut-être avoir peur aussi. Il y a une sorte de mimétisme, je vais être un peu dans la contagion émotionnelle. Ce phénomène-là, il va servir peut-être la reliance, il va servir une certaine forme d'entraide immédiate. En revanche, l'empathie, en tout cas telle que je vais la définir là, c'est quand la même personne me raconte ce qu'il a à me raconter et a son émotion, par exemple, de peur, eh bien, moi, je vais rester sereine. Et puis, je vais être en capacité cognitive, émotionnelle, physique, de percevoir ce qu'il vit sans me mélanger à lui. Donc, c'est quelque chose de plus actif que les autres approches. Et c'est un petit peu contre-intuitif, parce que quand on voit l'antipathie ou la sympathie, on voit pas mal de mouvements, et on se dit, voilà, il y a de l'action, alors qu'en réalité, à l'intérieur de moi, je suis assez passive, parce que je génère des projections de moi sur l'autre, il y a des mélanges, etc. Alors que dans l'empathie, je vais être vraiment dans une position d'écoute active qui va me permettre d'être en lien tout en faisant la distinction. Et ça, c'est une capacité qui s'apprend. En neurocognition, on a vu que les capacités biologiques se développent plus on pratique l'empathie. Et on a pu montrer aussi que dans certaines sociétés, on développe davantage les capacités empathiques que dans d'autres, et on a besoin d'un terreau favorable pour le développer. Le truc, c'est que toutes les sociétés ne le développent pas de la même manière. Donc pour les personnes qui connaissent le bouquin de Bloom qui dit contre l'empathie, ou le bouquin de Karaki sur l'empathie et politique, ils utilisent le mot empathie pour parler d'une empathie émotionnelle qui ressemble à la sympathie. Donc pour clarifier, je vais utiliser le mot sympathie là, voilà, juste pour que ce soit clair. Et dire que quand on est en position de sympathie ou d'écoute sympathique pour quelqu'un, on a déjà 3 biais. Le premier biais,
c'est qu'on va avoir tendance à préférer le présent que l'avenir. C'est-à-dire qu'on va vouloir donner de la sympathie pour quelque chose qui se passe maintenant sans prendre en compte le futur. Le deuxième biais qu'on a, c'est qu'on va préférer des personnes connues ou des personnes qui sont identifiables. Ce qui fait que quand on est à grande échelle, on va être moins dans la sympathie. Par exemple, dans les génocides, par exemple, dans le changement climatique, par exemple, dans des pandémies qui sont lointaines, on va pouvoir être distancié, avoir des difficultés à se relier et à être en sympathie. Et puis, on va préférer aussi notre propre groupe, les gens qui nous ressemblent. Et c'est là où la structure sociale, elle intervient. Dans toutes les sociétés, on a les structures économiques, mais on a aussi les représentations et les normes. Et on va déterminer, selon les époques, quel est mon groupe social, en fait. Quels sont les groupes sociaux qui doivent se former, comment ils interagissent. Donc, il y a des auteurs, comme Didier Fassin, par exemple, qui a montré que la migration, de temps en temps, on va générer chez les personnes de la compassion, et de temps en temps, on va générer de la répulsion. Donc vous voyez, ça va nous influencer beaucoup. Et ça, on va pouvoir le mesurer biologiquement. Donc vous avez vu, nos capacités biologiques vont influencer le social va influencer nos capacités biologiques. Donc on va voir que si on fait des essais cliniques, comme certains de mes collègues en sciences cognitives, notre sympathie va avoir des biais racistes, par exemple. Ça va, c'est clair, je ne vous ai pas perdu? Vous êtes toujours avec moi? Maintenant, si on sort un petit peu des relations intergroupes et qu'on le voit à une échelle un petit peu plus globale, il y a des sociétés qui vont favoriser davantage l'écoute et l'entraide et d'autres beaucoup plus l'action et la compétition. Donc typiquement, la société capitaliste compétitive va davantage inciter sur la compétition et sur la réactivité, être beaucoup plus dans l'insympathie, l'antipathie que sur des dispositions empathiques. On a des études qui ont montré aussi que plus une société est inégale et plus on a du mal à être dans l'empathie et on a du mal à s'entraider. C'est un peu ce qu'on a dit aussi sur l'ascension sociale pour certaines personnes. Maintenant, les biais, ils se trouvent carrément à l'échelle des civilisations. Et c'est là où l'anthropologie rentre en ligne de compte. Tout ce que je viens de vous dire maintenant, c'est hyper partiel. Pourquoi ? Parce que je suis occidentale, parce que tous les auteurs pratiquement sont des personnes blanches, riches, issues de milieux industrialisés, démocratiques, et après le XVIIIe siècle. Si je vais dans d'autres civilisations, on ne va pas du tout penser l'empathie de la même manière. Par exemple, je vous ai dit, l'empathie, c'est une capacité. Eh bien, moi, j'ai vécu une dizaine d'années en Afrique de l'Ouest, au nord-est du Burkina Faso, chez les Gourmandchés. Eh bien, on ne considère pas l'empathie comme une capacité. Pourquoi ? Parce que pour considérer que l'empathie, c'est une capacité de toi à moi, il faut que je pense le moi comme un individu séparé de toi. Et donc, je vais faire une relation. Alors que chez les Gourmandchés, la personne, elle est considérée comme un faisceau de force. Alors, c'est un faisceau de force avec le lignage, avec les ancêtres, avec le territoire, avec les esprits de la nature. Donc, déjà, je suis une personne qui est ouverte, qui n'est pas séparée de toi. Et ensuite, dans ma société, j'ai un système de réciprocité qui est obligatoire et ultra codifié. Ce qui fait que si je veux être à l'écoute avec toi et solidaire, je ne vais pas du tout penser à l'empathie comme une compétence. Ça va ? Vous voyez la différence ? Donc, on va voir dans la majeure partie du monde des personnes et des groupes humains qui ne vivent pas du tout l'empathie comme nous et pas du tout la solidarité comme nous. D'accord ? On ne va pas non plus la prendre de la même manière. Si je reste chez les Gourmandchés au Burkina Faso, si je suis Gourmandché, je vais apprendre l'empathie avec la famille élargie, avec l'ensemble du village, parce que c'est toutes ces personnes-là qui m'éduquent. Et en plus, je vais l'apprendre par imitation. Il y aura très peu de mots. Alors qu'en France, par exemple, je vais apprendre l'empathie avec papa, maman, la famille nucléaire, la fratrie, et puis avec beaucoup de verbalisation. Par exemple, on va me dire, je ne sais pas si vous l'avez entendu, ne fais pas aux autres qu'on ne voudrait pas qu'on te fasse à toi-même. On vous l'a dit ça ? Ok. Donc quand on vous dit ça, intuitivement, on se dit, ah oui, l'autre me ressemble, qu'est-ce qu'il vit ? Et donc on fait une différence entre l'autre et moi. On voit quand même qu'on se ressemble et on essaye d'aller sur sa colline, d'aller voir ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Vous voyez ? Donc la forme d'éducation va être comme ça, très verbale et en famille restreinte.
il y a une autre spécificité de l'empathie telle qu'on la connaît ici en Occident, c'est que c'est une empathie qui est censée être universelle. Chez les Guermantes, c'est plutôt dans l'aspect le plus traditionnel pour la société donnée. Mais par exemple, on va dire très clairement, les personnes qui sont accusées de sorcellerie, il n'y a pas moyen. Alors qu'en Occident, c'est censé être universel. Avec la nuance importante que l'Occident s'est appliqué à déshumaniser, on en a un peu parlé tout à l'heure aussi, un certain nombre de sociétés. Donc par exemple, les Noirs au temps de l'esclavage, les Indiens entre guillemets au moment de la colonisation des Amériques, on a décrété qu'ils n'avaient pas d'âme, donc on les a réifiés, et donc on a pu les exploiter, on a pu ne pas leur donner de l'empathie, ne pas ressentir leur souffrance, et entrer dans un phénomène d'exploitation. Donc vous voyez, on est dans une empathie très particulière en Occident. Et il se trouve que depuis les années 2000, on arrive sur deux particularités supplémentaires dont je vais vous parler. La première, c'est un changement du néolibéralisme, et la deuxième, c'est les réseaux sociaux. Alors, le changement du néolibéralisme. Moi, quand j'ai commencé à faire mes études, on m'a dit non, mais en fait, l'homo economicus du XVIIe siècle, ça a été défini comme l'être humain c'est un individu qui est libre, rationnel et calculateur. Et tout a été fondé sur ce calcul, sur cette utilité. On a parlé d'utilité juste avant. Sauf que depuis les années 2000, le néolibéralisme du XXIe siècle a un peu changé la formule. L'individu est libre, il est calculateur, mais il n'est pas que rationnel, il a aussi des émotions. Et les émotions, c'est extrêmement utile. On peut les exploiter pour produire, pour consommer, pour s'adapter. Donc aujourd'hui, le néolibéralisme, c'est un néolibéralisme qui va coloniser notre subjectivité avec notre consentement. Comment ça marche ? Pour la production, on a tous en tête en fait, l'idée de prendre soin de soi pour être plus productif, la meilleure version de soi-même, comme on le disait à l'instant. Ça va être aussi utiliser des compétences empathiques dans certains métiers, comme par exemple les hôtesses de l'air. Ça va être également faire des managements entre guillemets bienveillants, qui sont en réalité utilisés pour apaiser sans changer les structures. Et puis aujourd'hui, il y a le développement de ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire les compétences que les machines n'ont pas, dont l'empathie, qui vont devenir monnayables. Et donc, il va y avoir certaines classes sociales qui vont avoir accès à des formations sur l'empathie, des formations d'intelligence émotionnelle, et qui vont pouvoir ensuite le monnayer dans des entretiens d'embauche ou dans du développement. Donc, c'est une compétence émotionnelle qui va devenir une compétence de classe. Tout ça va servir à la production. Ça va ? Ça va servir aussi à la consommation. Par exemple, on va vous vendre des marchandises émotionnelles, comme en parle Eva Illouz. On va dire, par exemple, qu'un spa ne vous vend plus le massage, mais vous vend la sérénité. Vous voyez ? C'est l'objet de l'achat et l'émotion. Où est la position empathique, par exemple ? Donc ça peut être sous cette forme-là. Ça peut être l'utilisation de l'empathie dans le marketing. Ça peut être également sur les réseaux sociaux, avec ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme de plateforme ou le capitalisme de surveillance, parce que vous savez qu'on est surveillé dans nos émotions et qu'on nous génère des émotions dans les réseaux sociaux et qu'au bon moment, on va nous vendre un produit. Donc vraiment, ça va être utilisé en termes de consommation aussi. Et le dernier avatar, grâce aux IA génératives, c'est les chatbots empathiques. Ça vous parle, ça ? Est-ce que vous avez des ados à la maison ? Qui c'est qui a des ados à la maison ? Vous pouvez le dire ? Ok, moi j'en ai 4, 2 paires de jumeaux. Mon chéri est là. Ouais. Non, en fait, j'ai des échantillons au boulot, mais j'ai aussi des échantillons à la maison. Ouais. C'est pas représentatif statistiquement, mais voilà. Alors, du coup, que fait cette génération-là ? C'est l'usage des réseaux sociaux, mais aussi l'usage des chats avec l'IA générative. Alors moi, je discute beaucoup à la maison de ce genre de choses-là, donc je ne pense pas qu'ils fassent ça, mais ils ont beaucoup d'amis qui consultent en fait les chats quand ils sont en détresse émotionnelle, voire pour remplacer les psys.
Donc j'ai cherché les études, on n'a pas d'études fiables, donc je ne vais pas vous donner de chiffres, ça serait mentir, mais si on extrapole le peu de données qu'on a, on sait qu'il y a des millions de personnes en fait, qui vont chercher l'empathie machine. D'accord ? Donc l'empathie, voire la thérapie machine, et que c'est quelque chose qui se développe énormément. Donc ça, c'est une autre forme de marchandisation de l'empathie, qui va devenir payante, bien entendu, et qui l'est déjà dans les abonnements. Ok ? Donc, une empathie, des émotions, et plus précisément l'empathie, qui sert à produire, qui sert à consommer, mais ça sert aussi à s'adapter au système. Comment ? Eh bien, parce qu'en fait, toutes les inégalités structurelles dont on a déjà parlé, tous les systèmes de précarité sont renvoyés à la responsabilité individuelle. On dit, bah oui, si tu vas pas bien, c'est pas que la boîte va mal, en fait, t'es pas assez résilient. Hein, ça vous parle ça dans les... Voilà. T'es pas allé à ton cours de yoga, en fait, c'est ça qui... Donc, il y a une privatisation de la souffrance collective, ce qui permet d'apaiser les gens sans changer le système, comme l'a dit Lyot juste avant. Donc, voilà, une colonisation auquel on se soumet, bon gré, mal gré, et qui a des conséquences importantes. On a prêté au capitalisme notre cerveau, notre bras, maintenant on prête notre cœur. Et ceci est amplifié par le deuxième phénomène, donc des réseaux sociaux. Après, j'arrête, hein, après, c'est les solutions. Donc, les réseaux sociaux, alors, on passe beaucoup plus de temps devant des écrans. Nos relations sont beaucoup plus virtuelles. Et il y a des études qui montrent que eh bien, quand on enlève un certain nombre de capteurs sensoriels, on est moins empathique. Okay. Et il y a d'autres études qui montrent que le fait que ce soit des conversations de masse, etc., ça débranche l'engagement. Donc on est dans une réduction des capacités empathiques des personnes et on est dans une réduction de la capacité d'action engagée vis-à-vis de la souffrance d'autrui. Et en plus de ça, on a des phénomènes de polarisation. Alors, au niveau de la polarisation, moi, j'aime bien ce qu'a fait Brandsma, je le prononce mal, parce qu'il montre que le fait qu'on ait des discours clivants, vous voyez, sur les réseaux, c'est jamais trop mesuré. C'est vraiment un pouce en bas, pouce en haut, et des mouvements, en fait, d'opinion. Donc, les discours clivants, ça va inciter les figures de pousseurs à l'opposition, et ça va inciter les figures de diviseurs à être très visibles sur les réseaux. Ce qu'on voit aussi, c'est que le fait de nier les relations entre les personnes et de nier tout ce qui est complexe, ça va réduire les personnes qui sont dans des postures de médiation, de médiateurs. Et enfin, les algorithmes qui nous laissent dans notre petite bulle, eh ben, ça va pousser les suiveurs. Eh ben, ça, ce que dit cet auteur, c'est les ingrédients parfaits pour le conflit social réel. Voilà, c'est genre, vous mettez tout, vous secouez dans le milkshake et ça explose. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, vous rajoutez la contagion émotionnelle des réseaux sociaux, en particulier la contagion émotionnelle de la peur et de l'anxiété, et vous avez une société qui est occidentale, qui est néolibérale avec de l'empathie marchandisée et qui est virtualisée, qui va beaucoup pousser la sympathie, l'antipathie, et qui va nous rendre beaucoup plus manipulables que d'autres. Donc, manipulables aux oligarques de la tech, manipulables vis-à-vis des régimes autoritaires, manipulables dans les figures d'ennemis. Et il y a pas mal d'ouvrages qui sortent en ce moment sur la question, et qui nous font perdre finalement notre pouvoir humain, en fait, d'interrelation réelle et d'entraide. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Ça y est, on y arrive. Parce que ces mêmes études donnent quand même quelques pistes. Déjà, au niveau individuel, rien que le fait de savoir que l'empathie existe et qu'elle est malléable et qu'elle peut s'apprendre, on a vu par des études cliniques que ça incite les gens à donner plus d'empathie, à le faire. Enfin, c'est assez inconscient. Mais donc déjà, le fait de savoir ça, ça nous aide à pratiquer. Ensuite, le deuxième point, c'est de se dire je vais préférer une empathie où je suis vraiment sereine plutôt qu'une forme d'empathie un peu sympathie, parce que je vais éviter les saturations émotionnelles, comme je peux les avoir sur les réseaux sociaux, ou comme le traumatisme vicariant quand je suis en train de trop aider les autres.
de préférer l'empathie au sens vraiment propre du terme, comme je l'ai défini au départ. Ce qui va nous aider aussi, c'est de multiplier les contacts intergroupes. En gros, parle à ton voisin, mais pas que à ton voisin. Parle avec les gens que tu connais pas, les gens qui sont pas de la même classe sociale que toi, les gens qui n'ont pas la même culture, parce que en fait, tu vas sortir de tes figures d'ennemis et tu vas réussir à développer un petit peu plus l'entraide intergroupe. Évidemment, fais-le si possible en contact réel et pas par les réseaux sociaux. Et puis, essaye de construire des imaginaires du futur. On fait beaucoup en ce moment les souvenirs du futur, qui incluent justement cette diversité-là. Donc tout ça, c'est des petites choses qu'on peut faire au quotidien. Et d'un point de vue collectif, on a aussi des leviers. Un des leviers, bien entendu, c'est la réduction des inégalités. Ça, on l'a vu aussi tout au long de cette journée. La réduction des inégalités entre humains, la réduction des inégalités entre les humains et la nature et des phénomènes d'exploitation, ça va nous aider. Mais aussi continuer les liens sociaux directs, je viens de le dire. Et c'est également promouvoir une norme de société qui est liée à l'empathie et au care. Donc, il y a vous pouvez voir tous les ouvrages sur le care sont très intéressants à cet endroit-là. Ça veut dire le care, c'est une responsabilité collective qui ne va pas être mise en responsabilité qu'à certains groupes sociaux, qui va devenir une norme, et on va teinter nos institutions de cette norme-là. Donc, par exemple, en médecine, chercher une médecine centrée sur le patient. Ça veut dire qu'on va faire des changements organisationnels concrets. En éducation, on va travailler sur l'éducation socio-émotionnelle. En justice, on en a parlé également, on va travailler sur la justice restaurative. Donc, c'est petit à petit réimbiber tout le tissu social en fait, de cette norme-là en travaillant sur des dossiers concrets. Voilà quelques pistes et je vais finir avec une dernière slide pour vous montrer ce que moi j'en fais concrètement dans ma vie de chercheur et dans ma vie de formatrice, mais surtout là je vais vous présenter ce que je fais en recherche. Parce que je travaille sur deux éléments qui peuvent être éventuellement utiles aussi. En fait, moi, je travaille beaucoup sur la notion d'empathie systémique. C'est un peu un gros mot. Mais tout à l'heure, Olympe l'a dit, en CNV, moi, je n'ai pas appris ça et elle a montré, en fait, toutes les asymétries. Et ça, c'est extrêmement important. Et bien, justement, moi, je m'attelle à ça, à faire le lien entre la communication non violente ou entre l'empathie, la relation, l'entraide et les relations d'asymétrie. Et de donner à voir comment, en fait, en prenant en compte la relation d'asymétrie et en prenant en compte les différences culturelles, eh bien, ma relation empathique avec l'autre, elle va être vachement plus puissante. Et les entraides que je vais trouver, elles vont être beaucoup plus complètes. Donc, concrètement, l'empathie systémique, c'est quoi ? Je vais redonner quelques échelles d'empathie. Il y a l'empathie intrapersonnel, donc ça Jean-Luc Sost nous l'a montré, je ne sais pas si vous étiez là quand il était dans sa voiture, hein. Quand on va à l'intérieur de soi, on peut avoir des parts de nous qui sont en conflit, d'accord ? Ces parts-là peuvent avoir des pouvoirs inégaux, donc là déjà on peut voir un peu les choses, mais c'est l'empathie intrapersonnelle, ok ? Après vous avez l'empathie avec quelqu'un, c'est celle à laquelle on pense le plus souvent, donc hop, je suis en empathie avec toi, tu es en empathie avec moi. C'est d'individu à individu en tant que personne. Mais je peux avoir une empathie aussi pour toi en tant que membre d'un groupe d'appartenance. Et ce groupe d'appartenance, ça peut être un groupe de proximité, une famille, une équipe, mais ça peut être aussi un groupe d'appartenance sociale, la race, la classe, le genre, les situations de handicap visibles ou invisibles, l'âge. Vous voyez, ces grandes catégories sociales qui traversent les relations sans qu'on s'en rende compte. Eh bien, quand je vais porter mon regard là-dessus, je vais te prendre en compte toi, mais aussi toi en tant que membre de ce groupe-là. Et si je suis vraiment en empathie, c'est-à-dire que je me mets dans cette capacité intellectuelle, émotionnelle, physique, de te comprendre sans me mélanger à toi, alors tu vas m'ouvrir un monde extraordinaire. Je vais découvrir quelque chose que je ne sais pas. Surtout si j'ai plus de pouvoir que toi, généralement, je ne te vois pas. Donc, pratiquer l'empathie systémique va me permettre, en fait, de m'ouvrir à des réalités humaines incroyables. Donc, l'empathie systémique, ça va être ça. Ça va être d'avoir l'empathie pour toi en tant que membre d'un groupe d'appartenance, mais ça peut être aussi avoir de l'empathie pour ton groupe. L'empathie pour un groupe. Évidemment, je peux le faire pour moi. Je peux avoir de l'empathie pour moi, Sophie, ou de l'empathie pour moi en tant que femme, par exemple, ou avoir de l'empathie, voilà,
à différents niveaux. Donc, voilà un petit peu la définition que j'utilise pour l'empathie systémique. C'est une empathie qui va porter le regard, comme en communication non violente ou dans d'autres démarches, sur les besoins vitaux de la personne ou du groupe. Et je vais prendre en compte l'histoire du groupe, l'histoire objective, mais aussi l'histoire émotionnelle. On n'a pas vécu les mêmes choses. Si je suis descendante d'esclaves ou si je suis descendante de colonisateurs, on n'a pas la même histoire, en fait. Et on porte ça dans notre structure psychique, mais aussi dans notre biologie. Donc, dans mon interaction, si je prends ça en compte, je vais aller beaucoup plus loin, si j'ai cette intention-là de se comprendre profondément. Donc, voilà, ce qui m'intéresse là, c'est vraiment comprendre la différence pour mieux se relier. Alors, concrètement, qu'est-ce que j'en fais ? Je vais vous donner un exemple. Moi, j'habite Marseille. Et j'ai travaillé, par exemple, dans un quartier qui est le 3e arrondissement, qui est vers la gare, au centre-ville, et qui est considéré statistiquement comme l'un des quartiers les plus pauvres d'Europe. Et j'ai travaillé sur des conflits éducatifs. Donc, on a regroupé des personnes qui sont impliquées dans ce conflit-là, et on leur a demandé avec qui vous avez envie de travailler en premier. Et là, on a fait des sous-groupes. Donc, il y a eu un sous-groupe de parents d'élèves qui sont majoritairement issus de l'immigration, avec une autre culture ou des cultures métissées et de classes sociales défavorisées. Elles se sont réunies et elles se sont données de l'empathie systémique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour nous dans ce conflit éducatif en tant que maman, en tant qu'immigrée, en tant que musulmane, par exemple ? Qu'est-ce qui se passe pour nous ? Qu'est-ce qui est important pour nous ? Quels sont les besoins en jeu ? Quelles seraient nos stratégies privilégiées ? Et on a fait pareil avec tous les autres protagonistes. Donc on a proposé, donc après ce sont les enseignants qui ont voulu se regrouper. Ce sont des personnes plutôt blanches, de classe moyenne sup, qui n'habitent pas dans ces quartiers. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? On a fait pareil avec les éducateurs, on a fait pareil avec les associations, avec la municipalité, avec la métropole. Et on leur a proposé de mettre en scène leur vision du problème et les besoins majoritaires qu'ils avaient envie de transmettre aux autres. Ensuite, on a proposé que les volontaires se retrouvent et mettent en scène aussi cette problématique-là. Mais pour mettre en scène ces problématiques-là, ils ont dû en fait expliquer les résultats de leur empathie systémique. Dire voilà, pour nous c'est ça, et pour vous c'est quoi ? Donc vous voyez l'échange, c'est pas juste moi je pense ça, toi tu penses ça, c'est pas non plus toi tu as telle personnalité, moi j'ai cette personnalité. C'est comment en fait on va travailler ce que le groupe vit dans cette situation. Et on a pu créer une scène de théâtre forum. Et ensuite, on a tourné dans les quartiers, dans différents quartiers, et on l'a fait sous forme de forum. C'est-à-dire qu'on a proposé au public qui monte sur scène pour changer le cours de l'histoire. Et comme ça, on a eu encore l'avis de plein de groupes sociaux et de plein de personnes sur ce sujet-là. Donc ces résultats-là, on les a synthétisés pour construire ensemble à la fois des solutions concrètes sur le territoire, qu'est-ce qui permettrait de résoudre ces conflits sociaux sur l'éducation dans ce quartier-là, et à la fois pour avoir des pistes de recherche, pour éviter que les chercheurs comme moi, ils restent dans leur tour d'ivoire, et puis ils définissent leur objet de recherche et leurs hypothèses de manière un petit peu unilatérale. Donc vous voyez, c'est un exemple tout simple où de juste prendre le temps de s'écouter de manière empathique et d'utiliser la systémie, et de le faire de manière croisée, de l'empathie systémique croisée, ça nous permet de co-construire quelque chose qui va être beaucoup plus riche et beaucoup plus créatif que si on avait fait les choses séparément ou de manière un petit peu plus superficielle d'échange en réunion. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce genre d'expérience, je le fais dans beaucoup de pays. J'ai écrit principalement des articles sur les bêtises qu'on a faites et la manière dont ça ne marche pas très bien. Donc si vous avez le courage, vous pouvez aller les lire. Mais ce que j'aime bien dans ce processus, c'est qu'il y a quand même quelque chose où on reste assez serein et on voit les choses avancer. Il y a quelque chose de créatif, de constructif, de reliant. Et c'est quelque chose qu'on peut transposer aussi dans nos vies quotidiennes. Il suffit de faire la même dynamique, par exemple dans une équipe de travail ou dans une famille, de prendre ce temps-là, de s'écouter autrement, de prendre ce temps-là, de construire des solutions autrement. Et donc juste après moi, il y aura la table ronde. D'ailleurs, je suis pile poil dans les temps. Ouais, c'est bon, génial. Il y aura la table ronde. Et donc, s'il y a l'occasion d'échanger sur ce que vous faites aussi, pour comprendre des gens qui ne vous ressemblent pas, et qu'est-ce que vous faites des résultats de cet échange-là, je serai ravie de l'apprendre. Voilà, je vous remercie.